C'est moi. Je suis fatigué. Parce que la vie, c'est fatigant. Bonsoir, bonsoir. Hola. Hola, hola. Ça va? Ça roule? Salutations. Salutations. Salutations, salutations. Comment allez-vous? Bah, c'est à moi que tu demandes ou c'est aux autres? Dur à dire. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Beaucoup de choses à faire, cela dit. Voilà comment je vais. Eh bien, le bonsoir, ouais. Ouais, ça a été dur, hein. J'ai passé ma journée au lit. Après, je me suis couché tôt. Enfin, tôt, tard, tôt. 8h30, comme ça. Mais il fallait finir Zelda Oracle of Season, qui était super bien noté jadis, hein, à l'époque, quand il est sorti. Qui n'a pas vieilli de fou. Qui n'a pas super bien vieilli, très honnêtement. Mais bon, voilà. Écoutez, ça m'a permis d'être décalé, ça m'a permis de regarder les Games Awards, bien sûr. Et de me rendre compte que Clair Obscur a l'air d'être vraiment un banger de fou. Clair Obscur, jeu que je ne connais pas. Voilà. C'est l'opus où il y avait 2 cartouches, exactement. C'est l'opus où tu pouvais faire l'un ou l'autre dans l'ordre que tu voulais. En gros, il y en a 2. Tu les fais dans l'ordre que tu veux. C'est 2 histoires qui se répondent. Et à la fin du premier, ça te donne un code qu'il faut que tu rentres quand tu fais le second, peu importe dans l'ordre dans lequel tu fais, pour faire l'histoire du premier et l'histoire du second, plus quand du coup tu as rentré le code du premier que tu as fini, quand tu fais le second, peu importe lequel c'est, tu as un donjon supplémentaire ou tu as Ganon. En gros. Quel scam, c'est Game Award. Clair Obscur en Best Indie et Best Indie. Après, bah, il a l'air d'être vraiment bien, Clair Obscur. Hein. Après, du coup, je me suis renseigné sur comment Clair Obscur a été financé. Alors, déjà, j'ai appris que Clair Obscur a notamment eu le CNC et l'aide régionale. 2 choses que l'extrême droite veut supprimer, on rappelle. Mais a priori, ce qui a quand même surtout carry, c'est le fait que le patron soit riche. Hein. Ça a l'air de carry de fou d'avoir d'avoir un patron riche. Ils sont bien supportés par Kepler, c'était clairement pas une petite équipe indé. Ouais, ils sont une trentaine. Ouais, ils sont une trentaine. Après, tant mieux, hein, Cocorico, le jeu a l'air d'être vraiment incroyable. Il n'y a pas de problème. Euh... Une trentaine dans un chien. Et je m'étais renseigné sur le financement de genre, jamais je veux financer un jeu. Bah, c'est une vraie question que je me suis posée parce que figurez-vous que Nexus 6 est en train d'essayer de faire financer son jeu là. Et c'est clairement, bon, ils n'auront pas la même chose, mais voilà.
Il cherche 1 million, non, Nexus 6. Alors, officiellement, ils cherchent 350 000, je crois. Et leur Ulule, non, 450 000, pardon. Et leur Ulule, là, il est à 74%. Donc, ils sont à 336 000, ce qui est beaucoup, hein. Ils sont quasiment un type moyen de 100 euros. C'est vraiment beaucoup. Ça, c'est la théorie. La théorie, c'est 450 000. La vérité, ils l'ont dit. Moi, j'ai été voir le film au cinéma avec le docu. Et tous ceux qui ont été le voir en salle, du coup, le savent. La vérité, c'est que 450 000, ils peuvent pas faire le projet. 450 000, ce n'est pas assez. Il leur faudrait, pour faire le projet, la vérité, c'est qu'il leur faudrait genre 1,3 million, 1,4 million. Déjà, parce qu'il faut qu'ils remboursent le film. Et parce qu'en fait, si jamais ils veulent vraiment faire un vrai jeu, ils peuvent pas juste se contenter de quelques centaines de milliers d'euros. Ça coûte beaucoup plus cher de faire un jeu. Ça coûte vraiment plus cher. Donc bon. Après, le jeu, ils ont déjà des trucs de level design intéressants. L'équipe est super intéressante. Moi, j'en parle un peu. Je vais leur faire un peu de pub pour leur financement, leur Ulule. On va attendre, on va le mettre. Je vais leur faire un peu de pub parce que bon, ils m'ont appelé, ils sont en galère pour les thunes, etc. Bon, ça mange pas de pain de vous montrer. Mais du coup, ouais, ils ont déjà des trucs de level design de prévu, etc. Mais si jamais ils veulent jamais ils veulent un vrai projet, un vrai truc avec un vrai level design, des vrais graphismes, et que le projet ne repose pas que sur 2 personnes, bah, ils n'ont pas le choix, quoi. Il va leur falloir un peu plus, quoi. C'est toi qui créeras les langues. Ouais, oui, c'est dans. Là, c'est les gens qui sont prévus. Donc Romain Toumi, hein, le gars qui fait la 3D pour tout, bien sûr. Alexandre Renaud, bien sûr, hein, pour voilà. Et moi, je suis où, moi? Ah, je suis là. Ils ont pris une photo, je souris, ça me termine. Mais ouais, bref, il faut le budget, quoi. Évidemment, le budget aussi, parce qu'en fait, dans les contreparties, ça c'est dans tous les financements, quand vous levez 450 000, vous récupérez pas 450 000. Déjà, il faut savoir qu'en France, si vous financez un projet et qu'il y a une contrepartie à ce financement, il y a la TVA. Donc déjà, vous retirez 20% de base. Voilà. Et en plus, quand vous avez un colis avec des contreparties, sur les 100 euros, genre vous prenez 100 euros chez Nexus 6 pour tirer 20, ça y est, eux ils obtiennent 80 et sur les 80 ils vont réinjecter 40 dans les contreparties. Donc si jamais vous financez 100 euros, vous financez pas 100 euros, vous financez 40 en réalité. Vous financez 40 et vous récupérez 40 euros de merch. Donc ouais, donc par rapport au financement des jeux, pour revenir à Clair Obscur, Clair Obscur a l'air d'être un jeu incroyable. Hein. Tout le monde a l'air d'être vraiment unanime là-dessus. J'ai des potes hier qui sont passés à la maison, qui ont fait le jeu 2 fois. Ça a l'air d'être vraiment une dinguerie. Mais c'est vrai que en termes de budget, je crois qu'ils ont quand même, ils ont eu des financements, quoi. C'est important, ils ont plusieurs millions d'euros. Le studio qu'a fait Clair Obscur, c'est le studio du gars là putain, je sais plus son nom. J'ai Roche qui me vient en tête, mais c'est peut-être pas Roche. Un gars de chez Ubisoft là. Ils sont sous les 10 millions. Ouais, mais 10 millions, c'est énorme. Sandfall Interactive. 10 millions, c'est beaucoup déjà. Enfin, c'est beaucoup. Pour un jeu vidéo, c'est pas énorme. Même pour un film, par exemple, ce serait pas beaucoup, 10 millions.
Ça me donne envie d'y jouer. Hein. Ça me donne envie d'y jouer. C'est à la fois pas beaucoup si jamais vous comparez à n'importe qui, genre un Call of Duty, vous êtes entre un demi-milliard et 1 milliard d'euros pour développer un Call of Duty, quoi. Donc, donc on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Il paraît. Il paraît que Call of Duty, le dernier Call of Duty a coûté vraiment plusieurs centaines de millions de dollars. Et beaucoup de jeux, malgré le fait que ce soit des copies les unes des autres, ont des budgets qui sont quand même vachement plus importants. Mais ouais, il y a plein de jeux où c'est des gens qui font ça dans leur chambre. Après, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. C'est comme si dans le meilleur film indépendant, on avait le film de François Descraques, qui est le film. Non, même genre si on avait Kaamelott. Non, peut-être pas Kaamelott, j'abuse. Non, c'est comme si on avait genre le film de François Descraques, Le Visiteur du Futur, dans le meilleur film indépendant. Et c'est vrai que par rapport au reste du cinéma, c'est un film indépendant. C'est un film qui a un budget beaucoup plus petit, beaucoup plus faible, etc. Mais par contre, si jamais vous comparez à toute l'économie d'Internet d'où ils viennent, c'est un budget démesurément grand par rapport à la production audiovisuelle Internet classique. Par rapport à un film comme celui de Nexus 6, par exemple. C'est à peu près 16 fois plus d'argent que Nexus 6 en ont eu pour faire leur film. Donc voilà, c'est ça. Indépendant, c'est une catégorie très 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 large. Très 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 large. Mais je pense que c'est plutôt une production de taille moyenne qu'une petite production. Voilà, si on veut être honnête sur les chiffres. Par exemple, tiens, j'aimerais bien comparer. Alors, si je tape budget Victoria 3, ça va me sortir des tutos sur comment gérer son budget. Mais un studio comme Paradox, par exemple, je me demande combien il y a de personnes qui travaillent chez Paradox. C'est une vraie question que je me pose. Putain, ils ont quand même fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Non, mais plus jamais j'achète de DLC. Hein. Bande de fils de pute, pardon. Mais genre un jeu comme Victoria 3, combien il y a de personnes qui travaillent sur le développement de Victoria 3, quoi. Avec leurs 15 000 DLC, là, putain de merde. C'est une vraie question que je me pose. Je sais que si Skyline, c'est une petite équipe, hein, genre par exemple. Après, c'est pas les mêmes tailles de projet. Hein. City Skyline 2, ah, il fait déjà 2 ans. Putain, il est toujours pas. Ils vont seulement lancer le workshop MDR. Ils en ont vendu 1 million quand même. Hein. C'est vraiment. Paradox, c'est 625 personnes pour l'intégralité du studio. Enfin, l'intégralité, pardon, de chez Paradox. Savoir que Paradox sous-traite beaucoup, genre City Skyline, ça a été sous-traité, genre. Il a été mal noté, un Gameblog 4/10. Voilà. Mais pour moi, des jeux indépendants, moi je joue beaucoup à des jeux, je pense qu'on pourrait considérer comme indépendants. Je joue beaucoup off-stream, moi vous savez, mais je joue beaucoup à des city builders, des conneries, des machins. Moi par exemple, un des jeux que j'ai vraiment kiffé dernièrement, très punitif, c'est Farthest Frontier, quoi, par exemple. Farthest Frontier, la dernière fois que je l'ai joué, c'était le jour de mon anniversaire, d'ailleurs. Je fais des gros anniversaires, moi. Farthest Frontier, j'ai trouvé ça très cool, quoi. Je sais pas c'est quoi le budget de Farthest Frontier, mais à mon avis, 3 personnes qui doivent bosser dessus. Going Medieval, pareil, il doit être 3, franchement. Et c'est des jeux de gestion, quoi. Après, c'est pour des petits publics, hein. C'est des petites équipes pour des petits publics, donc voilà, le plus gros jeu de ce type qu'on connaît, c'est qui a beaucoup fait parler, c'est Manor Lords, qui est pas le meilleur, clairement. Qui n'est clairement pas le meilleur. Il est noté très positivement. Manor Lords, par exemple, clairement, c'est du marketing. Après, c'est tous les studios slaves, ça d'Europe de l'Est, machin. Manor Lords, moi, comment je l'imagine. Hein.
Putain, il y a Kingdom Come qui est à moins 60%. Ils ont décidé que c'est un jeu en accès anticipé. Hein. C'est un jeu qui n'a pas de late game ni de mid game. C'est un jeu clairement fait pour séduire les streamers. Non, le 1. Le 1. C'est un jeu qui est fait pour séduire les streamers. C'est-à-dire que le jeu, il est bien, il est intéressant, il est satisfaisant si vous y jouez 3 heures. Ce qui fait qu'il a des notes très positives. Mais au-delà, il n'y a rien. Moi, c'est un peu ce qui me fatigue dans beaucoup de jeux, hein. Dans beaucoup de petits jeux. Et même d'ailleurs, Paradox, ils ont ce problème. Europa Universalist, ce 5, visiblement, a cet écueil. Moi, je l'ai beaucoup réédité. Hein. À défaut de l'avoir acheté, il me l'a fait rembourser. Voilà, il y a ce problème de là, c'est intéressant les 50 premières années du jeu et après tu te fais chier. Stellaris, c'est ça par exemple. Stellaris, adorer Stellaris. Parce que je trouve que le concept du jeu est incroyable. Et je trouve qu'en termes de grande stratégie, en termes d'ambiance, en termes de musique, c'est incroyable Stellaris. Mais c'est chiant. C'est chiant. Il y a eu Rust avec des Early Access pas mal gérés. Early Access qui a duré 10 ans. Il y a Starship Simulator, voilà, dont Vicnet m'avait parlé, qui est vraiment pas mal. Il y a pas mal de jeux que j'aime bien dans ce genre. Moi, j'adore les petits jeux comme ça. Ah bah voilà. Moi, je joue beaucoup à des petits jeux de stratégie de merde. C'est vraiment, il y a que des gens, il y a que des autistes dans leur bureau avec leur RSA et leur chômage qui codent ça sur Unreal Engine pour se faire plaisir à eux-mêmes, pour jouer aux jeux auxquels ils auraient adoré pouvoir jouer quand ils étaient enfants, quoi. Ouais, moi, là, je suis super client de ce genre de truc. Beaucoup sont des Banished-like, parce que Banished est un jeu qui a quand même fait l'histoire des jeux de stratégie. Qui est un jeu extrêmement punitif et beaucoup sont des Banished-like. Banished qui est un vieux jeu. Hein. Quelle année Banished? Putain, la dernière fois que j'y ai joué, c'était il y a 7 ans. Oh la vache. Banished. Dwarf Fortress, non, je suis pas très client. Banished. Sorti en 2014. Banished. Donc, vous voyez, hein, c'est... Je sais pas combien ça a coûté ce jeu, mais... Quel jeu qui est fait pour les streamers? Manor Lords. Manor Lords, c'est typiquement fait pour les streamers. Ça vous vend un truc incroyable pendant 2 heures. C'est vraiment... Moi, Manor Lords, c'est vraiment le jeu, il est optimisé pour être vendu le temps d'une OP. Je l'avais acheté directement sur le site dev en précommande, ça remonte. Banished, incroyable. Et moi, je suis super client de ce genre de jeu. Moi, je joue qu'à des jeux comme ça. Et Paradox, c'est un studio qui avait de l'or entre les mains et qui décide visiblement de le gâcher régulièrement. Donc ça me dépite hein, de voir qu'ils sont maintenant qui règnent en maître là-dessus et genre Imperator Rome qui est Imperator Rome qui a été abandonné quoi. Moi, ça me dépite ça par exemple. Imperator Rome, incroyable potentiel de jeu quoi. Incroyable potentiel de jeu. Ils transforment de l'or en plomb, vraiment. Et du coup, ils sont sortis sur une logique de on sort un DLC tous les mois et un DLC à 20 balles pour ajouter 3 trucs. Souvent, un DLC sur 2 est très mal noté. Crusader King a évidemment cet écueil aussi. Hein. Bon, là, la dernière update rajoute quand même toute la Chine. Donc, Mais la dernière update, désolé de vous le dire, la dernière update de Crusader King qui rajoute toute la Chine et l'Asie du Sud-Est, c'était un mode. Enfin, à la base, c'est un mode les gens avaient fait ça comme mode, quoi. C'était un mode que les gens avaient fait pour étendre la map. Et souvent, c'est ça en plus, c'est que quelque chose de feignant, c'est que Paradox, ils ont juste allé dans le... Et c'est pour ça que je ne comprends pas quand Skylines, ils ont dit on mettra pas de gestion d'assets,
on mettra pas des assets de la communauté. Ce qui fait que si Skyline 1 est plus joué que le 2 aujourd'hui, bah oui. Toute la richesse et tout l'or que Paradox avait dans les mains, c'était précisément de pouvoir exploiter sa propre communauté qui était beaucoup trop autiste pour ne pas recoder le jeu derrière les développeurs en le mettant en accès libre sur Internet. Bah, c'est incroyable. Et ils ont dit, ouais, non, bah allez... bon. Ouais, bon. Ouais, maintenant, il y a l'abonnement pour avoir tous les DLC. Mais ça, les systèmes d'abonnement pour pouvoir avoir accès à des DLC, c'est la mort, ça. Non, mais c'est ça, les DLC d'Europa Universalis 4 pour ajouter un arbre dans l'Empire Ottoman que tu ne joueras peut-être jamais. Bon, salut, quoi. L'Empire Ottoman est quand même plutôt joué, donc... Paradox Tinto, Europa Universalis 5, c'est 30 personnes. Bah, c'est visiblement du coup la taille de l'équipe pour Clair Obscur. C'est pas du tout le même type de jeu. Hein. Après Europa Universalis 5, là, ça devient vraiment... Apparemment, pour beaucoup de gens disent c'est même pas fun, c'est trop de la simulation. Et World of Warcraft aussi, ils ont décidé de choisir ce chemin, considérant que les joueurs étaient devenus trop professionnels de leur propre jeu. Ils considèrent, après je comprends ce discours, Blizzard considère, on sait toujours pas comment ça va se passer pour la nouvelle extension, Blizzard considère que ils arrivent plus à faire des boss en termes de level design qui soient intéressants et qui représentent une vraie forme de difficulté pour les joueurs, parce que les joueurs arrivent toujours à coder des add-ons ou des outils pour faciliter le combat, contourner les mécaniques de gameplay et vaincre les boss au plus facile et au plus efficace, quoi. Et donc ils ont pris la décision d'interdire et de ne plus rendre possible la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les Wikora, qui est le mode le plus connu, peut-être le plus utilisé sur WoW, qui a une vraie équipe professionnelle, parce que Wikora maintenant du coup c'est devenu un vrai truc. Ça fait des années que ça existe, hein, ça doit faire 20 ans que ça existe, Wikora. Et là, WoW, ils ont dit non, ça on abandonne et ça on l'intégrera directement dans le jeu. Sauf que quand WoW décide d'intégrer directement des add-ons faits par la communauté dans le jeu, ils les intègrent très mal, ça marche souvent pas vraiment. Et voilà. Si tes joueurs se plaignent que les boss sont trop faciles parce que tu pètes les règles... Ah non, mais les boss sont pas trop faciles. Les boss sont vraiment durs. Il y a toujours un truc sur Reddit, quand vous allez sur les Reddit de World of Warcraft, il y a les gens, ils sont en mode ouais, aujourd'hui, on donne telle monture, tel titre, tel haut fait à n'importe qui, alors que quand même, tuer des boss en mythique, c'est facile. Non, c'est pas facile. Genre, il y a deux guildes dans le monde qui arrivent à les tuer dans le premier mois. Le dernier boss de chaque il se passe 8 heures par jour. Au bout d'un moment, non, c'est pas facile. Il doit avoir 50 guildes dans le monde qui arrivent à tuer le dernier boss avant qu'il déverrouille ou avant qu'il nerf, quoi. Donc non, c'est clairement pas facile. C'est genre 0,01% des joueurs qui arrivent à tuer le dernier boss, quoi. Voilà. Et il y a des parce que moi j'ai entendu, c'est les joueurs, j'adore les joueurs de WoW sont très forts dans le gatekeeping. Ils sont en mode franchement maintenant on donne ça à tout le monde. À l'époque tel boss, ça c'était de la vraie difficulté. Et quand ils ont relancé WoW classique, Ragnaros, le premier boss du jeu de haut niveau, a été tué par des gens qui n'étaient même pas au niveau maximum. Et genre le premier soir. Et en fait, non. C'est juste qu'à l'époque, ce qui représentait une forme de difficulté dans le jeu, c'est que les gens ne connaissaient pas le jeu. Ne connaissaient vraiment pas du tout le jeu. Ça. Bah oui, non, mais je parle des 50 parce qu'il faut 50 guildes, je crois, qui tuent le dernier boss pour que tout le monde puisse avoir accès hors guilde, tagué hors guilde, etc. Et donc, du coup, OPL. Voilà. Et en fait, il y a des combats aujourd'hui qui sont incroyablement dur. Les combats sont très durs aujourd'hui sur WoW. Il y a beaucoup de combats très difficiles. Moi, quand j'ai fait la libération de Termine, pour ceux qui ont joué la World of Warcraft, le patch là, sur la libération de Termine, moi j'ai fait 4 sur 8 mythiques. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps.
le moindre truc tue le groupe. C'est quand même un truc de fou. Il y a 20 personnes à coordonner. Il y a 6 ou 7 mécaniques en même temps, avec une part d'aléatoire importante, ce qui fait qu'il faut que tu aies vraiment une forme de flexibilité, etc. Bah, quand on l'a tué, j'étais vraiment content, quoi. J'y croyais pas, quoi. Donc c'est... Et plein de gens disent oui, mais maintenant, c'est trop facile, parce qu'on a du stuff, donc en fait, ça compte pas vraiment. Mais en fait, au bout d'un moment, le jeu de World of Warcraft, c'est un des problèmes du jeu, d'ailleurs. T'es obligé d'augmenter ton stuff pour rendre les combats plus faciles. C'est toute une partie de l'enjeu de World of Warcraft, c'est qu'à chaque fois, les boss tapant plus fort et ayant plus de vie, il faut que tu farmes plus de stuff pour les tuer. C'est genre, c'est pas quelque chose pour te faciliter la vie, c'est penser comme ça en termes de level design. Donc oui, il y a toujours des gens qui arrivent à tuer des boss avec moins de stuff que ce qu'il en faudrait, parce qu'ils y passent 8 heures par jour et qu'au bout d'un moment, bah, ils y arrivent, quoi. Mais c'est clairement pas pensé comme ça. Donc voilà, en tout cas, sur la question de la difficulté, du coup, ils sont en mode, bah, pour rajouter de la difficulté, en gros, on va rendre les joueurs aveugles. Ce qui peut s'entendre, ce qui fait un bon combat, et ce qui fait un combat mémorable, en fait, dans un jeu vidéo, ce n'est pas la difficulté. Et je pense que beaucoup de gens pensent que c'est de la difficulté que viennent les souvenirs et les bons souvenirs et le sentiment d'accomplissement. Et c'est vrai que c'est vrai en partie. Mais c'est aussi de à quel point le combat est beau, quoi. Là, par exemple, pour avoir fait Oracle of Season sur Game Boy, le jeu de 2003, considéré comme l'un des plus beaux jeux de la Game Boy. Bon, il est pas moche, hein, mais bon. Il y a des combats, même en termes de level design, je trouve que c'est vraiment des trucs d'abrutis, quoi. Des trucs de débiles d'abrutis, de vraiment de frustration, quoi. Et t'es censé, du coup, être soulagé quand tu finis. Mais t'es soulagé quand t'en finis parce que t'en peux plus. Pas parce que t'as trouvé le périple incroyable. Et je pense que beaucoup de joueurs et beaucoup de studios de jeux vidéo confondent, un peu comme en linguistique, vous verrez, confondent la richesse du gameplay et la difficulté du gameplay. Et c'est pareil, remarquez, c'est pareil dans la langue. Les gens confondent la difficulté d'orthographe et la richesse de l'orthographe. Ou la difficulté de la langue et la richesse de la langue. C'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est bien. Et que c'est riche. Voilà. Pire, ça a été le gatekeep sur les raids quand il y a les FR qui arrivent en mode moins, les gens ils ont accès au contenu alors qu'ils en ont pas chié. Ouais, enfin au bout d'un moment, t'es développeur, tu sors tous les 3 mois un patch qui fait avancer l'histoire. Moi, pendant des années, comme j'avais plus de guilde, je ne pouvais pas faire l'histoire du jeu sur WoW. Parce que j'avais pas de guilde. Bah, au bout d'un moment, je vais jouer à d'autres jeux, quoi. Salut Timmy Fafa. Ce qui importe, c'est pas la destination, mais le voyage et les amis qu'on se fait en chemin. Mais en vrai, oui. Donc bon, faut pas oublier aussi que les premières guildes du monde sur WoW dépensent des dizaines de milliers d'euros en PO pour acheter les stuff. Non mais bien sûr, non mais évidemment. Évidemment. C'est un truc qui avait été très reproché d'ailleurs à Zerator. Zerator, quand ils avaient fait le Progress, moi j'avais regardé le Progress à l'époque de BFA, où Zerator, il achetait Day One, ils étaient tous specs, et il achetait toutes les personnes de sa commu, tout l'équipement possible et inimaginable contre des sommes d'or dans le jeu, mais donc des sommes d'argent dans la vraie vie, délirantes. Genre, il avait dû mettre il avait mis plusieurs milliers d'euros en PO dans le jeu pour pouvoir tout acheter, tous les consommables, tous les enchantements, tout l'équipement pour en fait avoir tout un mois avant tout le monde. Bah ça, désolé, mais donc du coup c'était fait taper sur le mode ouais, bah, du coup il n'y a pas de skill et tout, mais toutes les guildes font ça en fait. Genre toutes les gens qui sont dans des formes de progress, de professionnalisation de leur activité de joueur, investissent. Et c'est parce qu'ils sont prêts à investir que les studios rendent ça possible d'ailleurs. C'est le modèle des gachas aussi. Voilà. Donc bon, moi. Après, moi je joue qu'à des jeux. Encore une fois, les jeux vidéo, moi je connais les noms, je connais de loin. Et moi je joue qu'à des jeux de stratégie qui n'attireraient pas. C'est pas. Si jamais je commence à streamer les jeux auxquels je joue la nuit, et ça m'arrive parfois. Comment vous dire que ça va pas m'aider à devenir le premier streamer de France en termes de stats, en termes de vues. Sauf si je l'habite dans du RP, bien sûr. Ça,
Mon jeu du moment, bah là, il y a le nouveau DLC de Victoria 3 qui est sorti. J'ai essayé une partie avec l'Espagne, avec le Portugal, mais le DLC est buggé. Il y a littéralement une entrée du journal qu'on peut pas faire. Vraiment. Donc, voilà. J'ai essayé Europa Universalis 5. Oui, je me suis fait rembourser. J'ai trouvé mal fini. Une interface illisible et trop fouillis, trop galère. Genre, pour construire les bâtiments, c'est trop compliqué, c'est trop caché. Voilà. Il faut que ce soit pas de RNG, pas d'approximation, peut-être punishing, mais si la cause c'est la hitbox illisible ou imprédictible, c'est pas juste de la chambre bagnole, il faut aller se faire. Oui. J'ai testé le dernier Civ, non. Non. Après Civ, tout le temps la même chose, bon, que je connais, voilà. Bon. Après, c'est 60-70 balles le jeu. C'est un peu la gueule du monde. C'est le genre de jeu que tu joues avec des copains, et puis moi j'ai plus de copains qui jouent au jeu, donc voilà, hein. Je joue plus au jeu. Hein. C'est terrible. Hein. Ce qui a changé à Civ, c'est Civ 4 ou Civ 5 qui a fait les cases hexagonales alors qu'avant les cases étaient carrées. T'as jamais joué à Transport Fever 2? Si. Si, bien sûr, j'y ai joué. J'ai joué qu'à Civ 4 perso. Et ouais, il y a plein de jeux. Bah moi, à la base, quand je jouais en stream, quand je jouais en stream, c'était que pour faire des jeux multi avec d'autres gens. Et... Et j'ai plus trop de gens avec qui jouer. Donc je joue plus. Tout simplement. J'ai joué qu'à Civ 3. Ah, Civ 3, ça commence à remonter. Hein. Si vous pouvez stacker les unités, je trouve que le fait de ne plus pouvoir le faire change la façon de jouer. Ah bah oui. C'est un peu retombé la méta jeu multi sur Twitch. Bah, au départ, quand je jouais, ouais, ici on a beaucoup joué tout au début, hein, genre quand j'avais 5 viewers, 10 viewers. C'était PUBG avec Antoine, avec Gaël, avec Boisdin, avec Nota Bene. C'était ça au début. On a beaucoup joué à... Putain, le jeu avec les zombies qui boivent du sang, là. Je sais plus comment ça s'appelle. On a joué aussi à Tricky Towers, ce genre de truc en stream. Jeu au Gasser aussi, bien sûr. Voilà. Pour savoir s'il y a du vent, faut mettre son doigt dans le cul du coq. D'accord. C'est pas ici la salle de cinéma pour le film Camelot, par contre. Among Us, ouais, on y a pas mal joué jusqu'au mois de mai. La dernière fois que j'ai lancé Among Us, c'était au mois de mai. C'était au mois de mars. Ouais. Ça va te faire un an. Ah putain, Kintaro, toi aussi t'es fétichiste des arbres de mission. Moi je trouve que les arbres de mission, ça rigue trop l'orientation du jeu. Moi je suis content qu'il n'y ait pas d'arbre de mission. Je préfère un truc à la Victoria 3 où il y a un journal d'entrée. T'y arrives ou t'y arrives pas, et selon que t'y arrives ou t'y arrives pas, c'est pas les mêmes conséquences dans le jeu. Moi, vous savez, je ne suis pas là pour faire de la simulation historique. Donc moi, le fait que Europa Universalis, qui guide trop le 4, avec les arbres de mission, te rigue vraiment dans une direction, c'est un problème. Au bout d'un moment, il faut un peu du chrony, il faut un peu de fantaisie, quoi. Moi, je vois ça souvent sur Reddit. Le fait qu'au XVIIe siècle, il n'y ait pas dans tel pays une crise liée à telle personne et à tel enjeu, je suis en mode oui, mais enfin bon, tu commences 2 siècles avant, 3 siècles avant, bah en fait, au bout d'un moment, l'histoire elle change, quoi. L'histoire est différente, quoi.
tu peux pas le jeu, tu te rends compte que 100% comme le cas, tout tourne autour du militaire. Les mécaniques sont juste plus poussées. Ouais. Victoria 3, bon, au départ c'était ça aussi. Hein. Victoria 3, les 6 premiers mois, j'y ai pas joué parce que je trouvais ça trop dur. Hein. Maintenant, j'adore ce jeu, quoi. Même si je perds très souvent et je me tape une banqueroute une partie sur deux, mais bon. Sur Hearts of Iron 4, tu dois détester alors les priorités nationales. Bah non, c'est full Uchronie les priorités nationales sur Hearts of Iron. Tu peux littéralement faire des chemins dans tous les sens. En l'occurrence, c'est plutôt pas dirigiste Hearts of Iron. Restauration de Napoléon pour mais il y a plein de trucs, restauration des Bourbons, la France communiste, le Front populaire et tout, blablabla, il y a beaucoup de choses. Merci le beau Pierrino pour le sub. Ouais, en tout cas, bon. Oh! Bonjour Elias Fusroda. Bonjour. La commune de France, elle vient facilement. Oui. Tu fais partie des semi-RP. Tu as fait des parties semi-RP sur Hearts of Iron 4 comme Rimenzi. Alors on l'a fait sur Europa Universalis et Hearts of Iron, ça arrive. Ça arrive, je dis ça depuis 3 ans maintenant, mais ça arrive vraiment. Ouais, ça arrive vraiment. Je pense que 2026, c'est l'année. J'ai les costumes, j'ai tout, etc. J'ai déjà 2-3 clients parce que vous saviez que là, du coup, je voulais monter en gamme, je voulais des intervenants réguliers. Je vais en avoir. Ça va être bien. Oui, j'ai essayé U5, j'ai pas aimé. T'as arrêté parce que t'as pas le temps, le RP? Bah, le RP, j'ai arrêté Europa Universalis 4 parce que j'en avais fini la partie, quoi. Tout simplement. Merci The Holy Rose pour le sub, merci.
Une nouvelle partie, bah du coup je voulais changer de jeu. Après, il faut savoir que le RP qu'on fait, nous, il y a un mode qui est développé par la communauté, par une personne de la communauté, pour que si vous n'avez pas le lore, hein, pour que ce soit taillé sur mesure, quoi. Des actions dans le chat ont des actions directes dans le jeu. Donc, ouais, on est sur. Ouais. Ouais, ça s'y prête bien, Hearts of Iron. Mais je pense qu'il faut que je joue une vingtaine ou une trentaine d'heures avant de lancer, juste pour me refaire au jeu, quoi. Ah non, ce sera pas en multi. Hein. Ce sera pas en multi. Tout sera scénarisé, mais ce sera pas en multi. Enfin, scénarisé. Je m'entends. Hein. Sinon, si la personne n'est pas là, ça change tout, blablabla, c'est trop compliqué, on peut pas forcément compter sur les autres, donc c'est trop compliqué de ça. T'as déjà choisi le pays? Bien sûr, le pays s'appelle la France. C'est un pays d'Europe occidentale. Ouais, je pense que ça aura du potentiel, ouais. La France, ce sera la France de Macron. On va jouer sur un mode où on commence en 2017. Ouais, la France de Macron. Ouais. Ah, mais on a déjà la matrice du lore. Mais je vous ai déjà montré le costume. Je vous ai déjà montré le costume, non? En vrai, de toute façon, je peux vous le montrer. C'est pas un gros spoil. Tout est prévu. On a tout prévu. Hein. J'ai fait faire un costume par une couturière et tout. Donc, sauf qu'on y est, hein. Ah non, mais moi, quand je dis que je vais faire le RP, je vais faire ça bien. T'as plus l'ancien costume? Si, si, je l'ai toujours. Mais bon, l'ancien costume, je l'avais cousu main et en mode schlag. Tu vas jouer Macron ou tu vas branche Jean-Luc Mélenchon 2022? Ah non, non. Je vais jouer ni Macron ni Jean-Luc Mélenchon. En fait, ça, je peux vous le dire, puisque du coup, ça fera partie du plot. Donc, je peux vous le dire déjà. Attendez-vous à ce que je ne commence pas comme président, évidemment, mais que rapidement, quand même, je prenne le pouvoir pour reprendre les choses en main, parce que dans ce pays, plus rien ne va. Voilà. Non, j'ai pas de couronne. J'ai un béret. Pas de couronne, mais j'ai un béret. Voilà, tout simplement.
Et je pense que ce sera tourné pour être vraiment une satire du paysage politique actuel, quoi. On dirait un champignon, effectivement. Donc, après, moi, j'ai besoin de gens, mais géographiquement accessibles. Donc, je demande surtout à des gens qui habitent proche de moi. L'une des raisons pour lesquelles j'attends un peu, c'est que j'ai des potes là qui vont récupérer bientôt une ferme. Et pouvoir tourner à la ferme, ça va vraiment être cool. Donc, bon. Je peux être le ministre de la régulation de la bourgeoisie. Ah non, mais nous, on sera dans le en même temps. Non, ce que je peux simplement vous dire, c'est que mon ministre de la Finance s'appellera Louis-Émile de Réac. Ministre des Finances. Ça, je peux vous le dire. C'est déjà acté. Avec son parti, le Parti pour gagner. Voilà. Ça, c'est déjà prévu. Mais ça, c'est le lore 3615 Usul, merci d'Orient, etc. Nazi, mais contre les ultra riches. On sera pas nazi, nous. On sera pas nazi. On sera pas nazi, on sera. Comment on dit? Perspicace. Non, pas perspicace. Pondéré. On sera pas nazi. Non, 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 on sera pas nazi. On sera pragmatique, merci. On sera pragmatique. On sera pragmatique. C'est-à-dire que l'ultra richesse, c'est non. Mais Jean-Luc Mélenchon, il va nous casser les couilles à un moment, c'est sûr. Hein. On parle de RP. RP politique. Et voilà, donc il y aura ça. Il y aura ça bientôt. J'avais tourné le trailer que je vais devoir retourner, je pense, parce que ça, je l'ai tourné il y a 2 ans. J'avais tourné le trailer pour le nouveau. Faut que je fasse les assets et tout. Faut que je fasse tout ça. Mais c'est toujours prévu. Hein. C'est évidemment toujours prévu. Hein. Ce sera un nouveau RP, un nouveau personnage. Non, ce sera toujours le Major. Le Major est immortel. Immortel, le Major. Immortel et pragmatique. Et vous serez toujours amené comment dire, ma force de l'ombre. Ma force de l'ombre pour essayer de faire de l'entrisme et essayer de conquérir le monde. De conquérir le monde, mais dans la bienveillance, si je peux me permettre. Nous, pas de mort inutile. Euh, voilà, tout pragmatiquement et de manière républicaine. Ah non, mais on va avoir des décisions débiles. Hein. Il y aura des décisions débiles. J'ai déjà prévu des trucs sur les résidences secondaires, les chalets, les clubs libertins. Tout est prévu. Juste les morts nécessaires, les morts inutiles, c'est non. Exactement. Pas plus qu'il n'en faut. La guerre, oui, mais pas plus qu'il n'en faut. Sur les jardins ouvriers, bah peut-être, il y aura de toute façon...
Une partie de la gouvernance va clairement se faire à l'image d'Emmanuel Macron, elle se fera donc sur les faits divers. Une gouvernance aux faits divers, ça veut dire qu'il faudra des faits divers. Et les faits divers seront peut-être apportés par vous-même, quoi. Ouais, c'est la dose qui fait le poison. Hein. Exactement. Donc tout ça, tout ça a déjà quelques pistes. Et en fait, et comme la première fois, euh, Metro MKI qui a fait le mode va me cacher des choses. Souvenez-vous, sur le RP Europa Universalis 4, il y a un moment, on avait eu des alertes dans le jeu pour dire que, je sais plus, c'était genre les Ottomans qui avaient récupéré genre des armes laser et tout, parce qu'il y avait eu des traîtres. Je m'étais tapé des révolutions en interne. Ça, c'est pas moi qui l'avais prévu. Hein. Ça, c'est lui qui l'avait prévu tout seul. Hein. Europa Universalis. Non, Earth of Iron 4, oui. Exactement. Des armes laser, c'est-à-dire on a dans Europa Universalis 4, on a eu une invasion alien. On a eu une invasion alien et les aliens, je sais plus, ils avaient fricoté genre avec les Ottomans, je sais plus quoi, ils leur avaient filé des armes, les Timourides aussi, je crois. Je m'étais marié avec le roi du Maroc euh, pour euh, pour essayer de sauver les meubles. Je me souviens un peu, vaguement de ce bail. Après, il y a tout sur la chaîne de Best of, hein, si vous voulez aller voir. Qui a été rename, j'ai renommé la chaîne de Best of en juste montée de linguistique. D'ailleurs. Du coup, la commande va plus être bonne d'ailleurs, je suis en train de me dire. L'URL a changé. Peut-être qu'elle a pas changé l'URL. Bon, bref. Mais oui, tout ça fait partie des choses qui sont prévues. Tout comme, Inch'Allah, quand j'aurai rangé tout le merdier qu'il y a chez moi, pouvoir mettre un setup de podcast. Pour faire du podcast. Ça dépend si tu utilises des URL autogénérées ou une URL custom. Ouais, c'est vrai. Autour d'un thème, bah, pour reparler des trucs de cul, reparler de sexualité, comme on faisait avec Maïtana avant. Parce que là, on n'a pas trop pu, depuis qu'on a déménagé, en fait, on l'a plus trop refait, parce que bah, c'était tout ça un peu compliqué, voilà. Euh, Puis au bout d'un moment, on t'a fait le tour, quoi. Mais on le ferait peut-être plus sous forme de podcast que sur Twitch. En fait, il y a plein de gens que je voulais inviter, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le problème, c'est l'anonymisation des gens. Le problème, c'est est-ce que c'est les gens qui disent des dingueries. Est-ce que les gens s'outent, etc. En fait, la dimension être en direct, hélas, rajoute une forme d'insécurité. Et ça, c'est déjà prévu, ça. Mais pour que ça se fasse, il faut juste que je range tout le merdier qu'il y a là-bas, que je récupère un canapé sur le bon coin, et voilà. En léger différé, ouais, mais non, c'est trop compliqué. Enfin,
En fait, il y a aussi ce truc de quand tu fais venir les gens en live, il faut qu'ils soient disponibles à l'heure à laquelle tu les fais venir. Donc, bon. Une vie teintée et une Go XLR. Ça devient un peu compliqué quand même. Plus là, quand t'as les invités, je trouve que c'est pas forcément nécessaire car les interactions avec le chat sont de facto moindres. Ouais, je pense que c'est plus on vous demandera de poser des questions. On fera genre un pré-live. Vous posez vos questions et on prendra les questions des gens comme ça. Je pense que c'est plus intéressant. Sur de la politique, on dirait que ça peut être intéressant, mais sur des trucs genre là où on parle de cul, je suis pas sûr. Après, on pourra faire le react ensemble en stream éventuellement. Oui, ça permet d'éditorialiser, ouais. Ouais. Après, moi, j'y ai beaucoup pensé, sinon, à un truc de c'est tourné et c'est diffusé comme si c'était du direct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est diffusé dans les conditions du direct. Comme les premières sur YouTube. Ouais, un peu. Un peu cette idée, ouais. Twitch banne ça. Bah non, si jamais c'est de la primo-diffusion et que c'est toi qui as les droits sur ton propre contenu, y a pas de problème. Et du coup, ouais, je me dis, on pourrait faire ça à la limite. Bon. Sinon, vous avez vu, je switch sur complètement autre chose. Vous avez vu l'attentat, j'imagine, à Sydney. J'imagine que vous avez vu. J'imagine aussi que... Enfin, je sais pas si vous avez vu ça. Le fait que l'extrême droite aux États-Unis veut interdire qu'on utilise la police calibrée. Est-ce que vous avez suivi ce bail de zinzin? Bah, je reviens. Les attentats, de toute façon, ça vient de se passer, donc on n'aura pas beaucoup d'infos. Ouais, parce que la police serait trop woke. Exactement. C'est un truc de fou, ce truc. La police Calibri, qui est la police en fait de base d'OpenOffice, serait une police trop woke. Le fond du bail, c'est qu'en fait, avant, c'était Times New Roman, la police de base de l'administration, etc. Machin. Et l'administration Biden a choisi de prendre la police Calibri parce que c'est une police sans sérif. Et la police sans sérif, donc il n'y a pas d'empattement,
serait plus lisible. Et donc, du coup, ils auraient fait ça notamment pour des questions d'accessibilité, mais pas que, quoi. Et du coup, ils sont en mode, quoi? On veut faciliter la vie aux gens? Encore un truc des woke, ça. On va interdire le calibri de l'administration. Une police d'écriture. Bien sûr, une police... Ah oui, pardon, une police d'écriture. C'est... Ah non, 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 c'est pire que ça. C'est vraiment, c'est délirant. Et figurez-vous, je pense que je vais en faire une vidéo. Figurez-vous que l'Allemagne a connu ça. L'Allemagne nazie a connu ça. Adolf Hitler avait fait... il n'avait pas fait interdire, je ne sais pas s'il avait fait interdire. Mais il avait fait en sorte que l'Allemagne arrête d'utiliser l'écriture gothique traditionnelle d'Allemagne parce qu'il considérait que c'est une écriture juive. Ce que ça n'était pas, hein, du tout. Mais bon. La police sans shérif. Non, mais on est dans des délires maintenant. On est en train de franchir des caps, hein, vraiment, dans la débilité. Hein, désolé. Hein. Dans la stupidité, dans ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, hein, mais vraiment. Je comprends pas comment les USA laissent passer autant de red flags fascistes à Trump. Vous savez, j'ai eu une réflexion. Ça me fait penser à un truc. J'ai eu une réflexion. Vous voyez, pour des fins de montage, je vais vous raconter ce truc, vous allez voir, vous allez se dire, putain, le gars, il a un melon. Pour des fins de montage, j'ai dû re-regarder une partie de ma vidéo sur l'Académie française, le dictionnaire de l'Académie française, pour en extraire des extraits et mettre dans la vidéo qui sort là dans quelques jours. Voilà, bon bref. Du coup, je fais ça. Et je me suis dit, oh, la vidéo, elle est quand même cool. Et j'ai regardé ma propre vidéo. Et après, j'ai regardé les commentaires, ce que je n'avais jamais fait. Et en gros, il y a deux ambiances. Bon, vous avez des Français qui sont outrés, bien sûr. Vous avez les Français qui sont en mode franchement, je suis trop woke, je suis trop gauchiste. De toute façon, c'est la facilité à tout. L'Académie française, c'est super important. Blablabla, blablabla, blablabla. Classico. Et vous avez plein de Québécois, de Belges et de Suisses qui se disent mais en fait, je comprends même pas que le débat existe, quoi. On comprend même pas que l'Académie française, ça existe, on comprend même pas le débat. Et en fait, je me suis fait cette réflexion, notamment en regardant CNews, hein, qui parlait de nous, que sur les questions d'orthographe en France, des questions de normes et d'orthographe, le bon sens commun partout dans le monde, dans ceux qui nous regardent, ce serait qu'on abandonne ce truc et qu'on réforme. C'est le bon sens commun. Mais pour l'extrême droite ou même pour une partie des gens ici, ça paraît vraiment trop, ils comprennent pas, c'est peut-être pas la priorité, il faut peut-être pas aller là-dessus. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça me fait vachement penser au débat sur les armes aux États-Unis. Nous, on se moque beaucoup des Américains parce que ils ont des mass shootings et parce qu'ils vendent encore des armes et qu'ils comprennent pas que l'un des problèmes, c'est peut-être qu'ils vendent des armes et que peut-être il faudrait arrêter de vendre des armes s'ils veulent arrêter que les gens les utilisent et s'entretuent. Et nous, ça nous paraît, en France, ça nous paraît assez clair, et ça paraît, dans beaucoup de pays d'Europe, évident que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Mais même la gauche américaine est réticente à aller sur ce terrain-là, et même des gauchistes américains sont en mode oui, mais bon, c'est pas si simple, parce qu'en fait, etc. Parce qu'ils ont de la rigidité, parce qu'il y a une forme de tradition, parce qu'il y a une forme de ceci, une forme de cela. Et ben nous, sur l'orthographe française, on est pareil. On est pareil. Nous, ça nous paraît évident que pour beaucoup de gens, ça paraît évident que ça n'a aucun sens. Comment on s'est foutu dans cette situation? Comment est-ce qu'on accepte qu'autant d'argent public soit si mal dépensé? Comment est-ce qu'on... tous les trucs en mode putain, les jeunes savent plus écrire, on va revenir à des méthodes d'apprentissage des années de genre de 1910, de 1920, ce qui est quand même en train de proposer le ministre de l'Éducation en ce moment. Ça paraît fou? Ça paraît délirant, alors que là, on est là.
On vous explique c'est quoi le problème. Il est là le problème. Et en France, tout le monde veut tout faire pour ne pas traiter ce problème, même à gauche. Non, vraiment. Et ben, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser qu'en fait, dans chaque pays, il y a des trucs qui paraissent évidents quand tu prends un point de vue extérieur, mais qui paraissent insurmontables, impossibles quand tu es dans l'œil du cyclone, quoi. Il y a un lobby de l'orthographe? Oui. Ah oui, oui. Il y en a plein même. Il y en a plusieurs même. Voilà. C'est dur de voir les propres limites de son modèle culturel. Absolument. Il n'y a pas un lobby de l'orthographe, il y en a plein même d'ailleurs. Non mais en France, on est quand même en train d'inventer des startups. On est quand même en train de faire de la pub à des startups, j'en parle dans la prochaine vidéo. On fait de la pub à des startups qui nous vendent des méthodes révolutionnaires pour régler les problèmes d'orthographe. Alors qu'en fait, il faut juste réformer, quoi. Vraiment, hein. Et on en est à essayer de faire vraiment injecter de l'argent dans des fonds d'innovation de comment faire en sorte que les gens comprennent des règles qui n'existent pas et qui n'ont aucun sens. Plutôt que se dire peut-être que le problème c'est les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je vous spoile ça, mais moi je compare ça à l'hydroxychloroquine quand en fait on a le vaccin, quoi. On a le vaccin de près et les gens nous disent non mais si on essayait l'hydroxychloroquine quand même. Vraiment. Ouais, bah, le projet Voltaire, par exemple. Le projet Voltaire. Classico. Je suis contributeur au Wiktionnaire. 33 000, c'est énorme, beaucoup. Oh là là. Je voulais dire merci pour ton contenu au passage, ton travail d'éducation, c'est extrêmement cool. Ah bah, merci à vous, merci à toi. Merci aux gens qui travaillent au Wiktionnaire, bien sûr. Et voilà, du coup, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, quoi. Gentiment, mais méthode Voltaire, c'est une start-up qui veut t'apprendre à bien parler et à bien écrire. Et en fait, il y a énormément de partenariats public-privé avec ce truc, qui est un truc privé, un organisme privé, pour apprendre aux gens à parler et à écrire correctement. Ouais, c'est comme la chasse. C'est un peu comme la chasse. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'en reparle régulièrement. Mais moi, le projet Voltaire, c'est même un problème philosophique. Hein. Genre vraiment. Après, ils se sont pris la tête avec un lobby de droite dure, on va dire, d'orthographe. Donc ça me fait un peu rire. Parce qu'ils ont été invités, à une remise de prix. En gros, ils se sont fait remettre un prix sur un prix à la con, un prix de distinction pour les gens qui sont dans la langue française et tout. Et ils ont refusé d'y aller en mode ouais, non, pas de politique. Et les autres, ils étaient en mode quoi? C'est un scandale. Donc, bon. Et en fait, c'est évident pour beaucoup de gens de l'extérieur que notre orthographe n'a aucun sens, que notre rapport à la langue est vraiment problématique et qu'on est vraiment des obscurantistes. Hein. Genre vraiment, dans beaucoup de pays, c'est absolument évident. Genre, c'est même pas un sujet, quoi. Spécialiste de l'accès à l'écrit des personnes handicapées et neuroatypiques, clairement notre orthographe produit des troubles 10. Alors, moi, de ce que j'ai vu là-dessus, si je peux me permettre, elle ne les produit pas, elle les révèle. C'est-à-dire qu'en gros, Benzitoun, il en parle d'ailleurs dans l'interview qu'on avait regardé de Linguiste Atterré, là, que, en fait, il y a plein de gens qui vivent avec des troubles 10 dans d'autres pays, ils ne le savent pas vraiment, parce qu'en fait, ça les impacte pas vraiment au quotidien. En France, par contre, l'impact est très fort. C'est quoi le délire avec toutes les lettres muettes? Bah oui. Déjà en France, t'entends 90, on a deux doigts de sortir les fourches. Oui, bah en fait, il n'y a pas de... En France, on a une tolérance qui est proche de zéro sur la variation. Parler ne serait-ce qu'un peu différemment, c'est le sujet de la prochaine vidéo. C'est déjà trop. Donc... Puis c'est beaucoup de temps perdu aussi. Hein. C'est un temps perdu de fou, de zinzin. Tout ce temps qu'on dédie à l'orthographe, il est perdu, quoi. Il est inutilement perdu, quoi. Oui, mais quand même, notre orthographe, c'est notre richesse. Non.
c'est pas parce que l'orthographe est difficile que c'est une richesse. Il y a plein de trucs, c'est dur et c'est pas riche, quoi. Genre, les démarches pour avoir le RSA, c'est dur, c'est pas une richesse. Faire renouveler son permis de conduire quand vous êtes étranger, c'est chiant et c'est dur, c'est pas une richesse. Vraiment. Faut pas confondre difficulté et richesse. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. La France, ça doit être un des seuls pays où les gens se sentent énervés qu'en étranger, c'est de parler notre langue déjà. Ouais, on s'est amélioré, mais ouais. Il faut pas confondre difficulté et richesse, vraiment. Bon, bref, en tout cas, moi là-dessus, moi je ça, mais vraiment je pisse dans un violon. Hein. C'est comme devoir expliquer à des gens de gauche en France que imposer le français à tous et en dépit du bon sens, jusqu'au milieu des forêts de la Guyane, c'est pas un truc de gauche. C'est vraiment, c'est pas grave si les gens ils apprennent le français plus tard et uniquement s'ils en ont besoin, quoi. Enfin, vraiment. Et ça, c'est très facilement compris dans plein de pays étrangers qui sont des pays multilingues, quoi. Si jamais en Suisse on disait il faut imposer le suisse allemand à tous les Suisses, et après, oui, s'ils veulent, ils peuvent toujours parler leur autre langue dans la sphère privée, mais bon, pour des raisons d'égalité, des raisons d'accès et des raisons de vivre ensemble, ce serait bien que tout le monde parle la langue majoritaire, c'est-à-dire le suisse allemand. Bah, je pense qu'à Genève, par exemple, ils vont pas être super chauds, quoi. Ce qui est normal. Et nous, on comprendrait d'ailleurs que c'est normal. Pourtant, c'est ce qu'on exige, je sais pas, genre de la Guyane, de la Bretagne, de la Corse. Voilà. La musique bug, comme d'hab. Quid du Guyanais qui ne parlera pas français à 18 ans et donc sera privé d'études supérieures? Quid du Suisse allemand? En fait, alors, parenthèse. On peut aussi avoir un système d'enseignement supérieur où on parle plusieurs langues. Première chose. Deuxième chose. Euh, Est-ce que c'est vraiment une priorité en fait, est-ce qu'on laisserait pas aux gens le choix, en fait? Tout simplement. Parce que l'accès aux études supérieures, il est déjà difficile pour les gens qui parlent français en métropole. Je pense que les autochtones de Guyane qui habitent le long du fleuve, je rappelle les peuples et des fleuves, j'en parle dans la prochaine vidéo, qu'on force et qu'on envoie dans des pensionnats, qu'on a envoyé dans des pensionnats jusqu'en 2023 pour apprendre le français et devenir catholique, pour leur garantir d'un avenir. Bon, bah, si aujourd'hui ils constituent des collectifs et qu'ils veulent poursuivre l'État, c'est peut-être aussi parce qu'en fait, c'était pas l'égalité qu'on leur promettait, quoi. Et voilà, on voit que le sujet est épineux, le sujet est compliqué, quoi, visiblement. On soutient toujours le Québec face à l'anglais, mais jamais nos langues régionales. Ben non, voilà, bon, ça c'est classique. Bon. Pourquoi le français a une base 20 déjà? Une base en 20? C'est-à-dire le français utilise un système de base 10. Hein. « 80, oui, mais c'est pas une base 20 pour autant. Non, mais ça, c'est pas parce qu'on a 80 qu'on a un système en base 20. On n'a pas 20 unités différentes. On en a que 10. Le choix à qui? À l'enfant, comment il peut décider? Oui, mais dans ton mode de vie, du coup, on lui impose ce choix.
Et c'est toi qui lui imposes ce choix. Et c'est toi qui lui imposes ce choix depuis la métropole. Pour son bien à lui, parce que tu sais mieux que lui ce qui lui sera bénéfique. Plutôt que ses parents qui habitent là-bas à des milliers de kilomètres. Tu comprends le problème? Oui, au Luxembourg, ils sont trilingues de base, effectivement. Bien, oui. Je la comprends, cette logique, hein. Il faut donner accès à l'éducation à tout le monde en français. Sinon, comment ces gens pourront vivre dans la société française s'ils ne parlent pas tous français? En fait, il y a juste des gens qui veulent pas vivre dans la société française, et puis on peut avoir des sociétés, on peut avoir en France des parts de la société où on parle pas français, en fait. Enfin, genre, ça, c'est la logique révolutionnaire qui veut imposer le monolinguisme à tout le monde. Bon, on la connaît. Donc, ils resteront marginalisés ad vitam aeternam. De ton point de vue, c'est une marginalisation. De leur point de vue, c'est peut-être la liberté. En fait, là encore une fois, c'est ton point de vue à toi, depuis ici, sur des choses qui se passent là-bas. En fait, c'est comme si un Américain disait il faut imposer l'anglais à l'Europe. Comme ça, ils auront accès à toutes les meilleures universités, à Hollywood et à la production culturelle anglo-saxonne qui est de fait meilleure et mondiale. Le fait qu'ils décident de continuer à produire dans leur langue, ça les marginalise. Donc peut-être qu'il faut qu'on leur impose l'anglais parce qu'en fait c'est pour leur bien, ça leur permettra d'être mieux intégrés dans l'Occident. Est-ce que tu serais d'accord avec ce discours? Parce qu'en fait là je transpose l'impérialisme dans une autre sphère où c'est nous qui en serions victimes. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Parce que c'est la même logique. Et donc, c'est ça aussi la question, quoi. Sauf qu'on peut faire toutes les études qu'on veut en français. Oui, mais on pourrait faire toutes les études qu'on voudrait dans d'autres langues que le français en France aussi. On peut créer le système. Hein. C'est un faux dilemme que tu poses. On pourrait avoir de l'enseignement supérieur en créole, par exemple, à La Réunion. Il y a 1 million de personnes quasiment qui habitent à La Réunion. Donc 90% de créolophones, on pourrait avoir un système d'enseignement supérieur en créole. Genre, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait le mettre en place. Ils sont 3 fois moins en Islande. Et ils arrivent à avoir un système scolaire dans leur langue. Donc vraiment, on peut, hein. On peut, voilà. Hein, ce que tu poses, c'est un faux dilemme. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait jamais de fac de médecine dans d'autres langues que le français en France? Pourquoi est-ce que tu dis ça en mode c'est impossible? On ne peut pas étudier médecine dans d'autres langues que le français en France. Pourquoi? Parce que tu considères que ces langues ne peuvent pas, qu'elles en sont incapables. Enfin, tu vois, je comprends pas. Tu vois, je comprends pas du tout. De ta perspective, en fait, c'est impossible, mais pourquoi ça le serait? Vous savez, alors là, je vais te faire un parallèle très concret. C'était ce que la bourgeoisie francophone de Belgique disait du flamand au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en Belgique, sachez-le quand même, c'est écrit dans mon livre, achetez-le, le flamand n'était pas co-langue officielle de Belgique. Il y avait que le français comme langue officielle, qui était la langue de la bourgeoisie, la langue de la Wallonie, qui était la région la plus riche. Et la Flandre était un territoire vraiment jugé de paysans, et le flamand était jugé comme une langue inférieure et sans prestige. Et donc tout l'enseignement supérieur de Belgique, tout l'enseignement supérieur, jusqu'à la Première Guerre mondiale, était en français. Et il était inconcevable, et même impossible, que cet enseignement puisse être en flamand, puisque c'était considéré comme... c'était impensable d'un point de vue intellectuel. Genre, ce n'est pas possible. Bah, aujourd'hui, il y a de l'enseignement supérieur en flamand en Flandre. Et on arrive à former des médecins en flamand. Enfin, genre, il n'y a pas de problème, quoi. Ça a été de la lutte politique, hein, voilà. Je parlais dans les langues de Guyane, ça c'est au départ. Après, vous savez que ces gens parlent souvent déjà plusieurs langues. Enfin, c'est aussi un impensé pour beaucoup de gens en métropole, mais beaucoup de gens sont déjà de fait multilingues dans des territoires où il y a plusieurs populations qui se côtoient, etc. Nous, ça, on l'a oublié parce qu'on a détruit ces autres populations ou assimilé. Mais dans beaucoup de pays, les gens parlent plusieurs langues. Donc là-dessus, il n'y a pas d'impossibilité, quoi. Voilà.
Il y a beaucoup d'expressions wallonnes ou d'expressions en Belgique francophone qui sont vraiment très, très médisantes et jugeantes sur les Flamands. Par exemple, il y a une expression qui est être habillé comme un Flamand, ça veut dire avoir mis son t-shirt à l'envers, par exemple. C'était des dialectes flamands. Oui, mais ça, peu importe. Enfin, genre, ils se comprennent tous entre eux, hein, globalement. Donc il y a beaucoup de choses qui, moi, sur cet aspect-là, qui me mettent mal à l'aise sur ce genre de discours, parce que en fait, je pense que vous ne mettez pas à la place des gens. Moi, si demain on se fait conquérir par les États-Unis et qu'on nous explique qu'il faut à tout prix qu'on parle anglais, que c'est pour notre bien, comme ça on pourra faire de grandes études, habiter à New York et devenir de grands médecins, bah, je suis en mode, mais laissez-moi dans ma campagne, quoi. Et laissez-moi éduquer mes enfants en français, quoi. On a eu Flavie Flamand et pas Flavie Wallonne. Certes, 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 certes. On peut pas revenir en arrière. En Bretagne, à mon avis, il n'y a pas assez de locuteurs. Alors, on peut toujours revenir en arrière. Genre, le Pays Basque a 2 fois plus de locuteurs du basque aujourd'hui. Alors, le Pays Basque espagnol. Le Pays Basque espagnol a 2 fois plus de locuteurs basques aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Dans certains territoires, ils ont multiplié par 3 ou par 4 le nombre de locuteurs. En proportion des autres. Pas d'un point de vue numéraire, d'un point de vue proportionnel. Donc en fait, non, c'est absolument possible. Enfin, il n'y a pas de... En fait, quand il y a de la volonté politique et qu'il y a des outils politiques, tout est possible. Franchement, mais pour ça, il faut de la volonté politique et des moyens. L'hébreu, il y a un siècle et demi, n'existait pas. Enfin, genre, je vous rappelle ça quand même. Il y a même, oui, il y a un siècle et demi, l'hébreu n'existait pas. L'hébreu, c'était des trucs dans des textes anciens pour des gens qui étudiaient la Kabbale, la Torah et qui allaient à la synagogue, quoi. C'était pas une langue du quotidien, quoi. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il y a des situations desquelles il est dur de revenir, c'est sûr, mais en fait, avec du courage politique, on peut remettre une langue. C'est pas, c'est pas, c'est pas impossible du tout. Il y a plusieurs exemples, quoi. Mais il faut pas juste des initiatives citoyennes et associatives. Ça, c'est l'un des reculs et ça, c'est l'une des facilités. C'est aussi beaucoup de gens de gauche en France, depuis une paysage politique, disent nous, on n'est pas contre vos langues régionales, apprenez-les, mais apprenez-les chez vous, quoi. Et comme s'il y avait une loi de la laïcité en mode la France ne reconnaît aucune langue, ce ne sont que des pratiques personnelles et privées, quoi. En fait, non. Ça, c'est conserver un statu quo qui est complètement défavorable aux autres langues que le français. C'est maintenir un impérialisme. C'est un peu comme si on disait ah, mais vous avez le droit d'être handicapé, hein, soyez handicapé chez vous, mais par contre, bon, bah, on va pas mettre de rampe, on va pas mettre d'ascenseur et on va pas mettre quoi que ce soit, parce que la France ne reconnaît aucune autre condition physique que la condition de l'homme moyen. Mais chez vous, faites ce que vous voulez. Hein. C'est ça aussi les questions d'accessibilité. Il faut des moyens. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix, quoi. Donc bon. Donc bref, sur ces sujets-là, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail.
L'Irlandais contredit un peu ça, non? Volonté politique et moyens, mais... Alors, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de moyens pour l'Irlandais en Irlande. Je vous renvoie à mon livre, Les mots sont apatrides, achetez-le, ça fait un super cadeau de Noël. Il y a un super chapitre là-dessus. Il n'y a précisément pas de moyens. Il y a des discours, il y a du décorum, il y a des obligations. Mais l'Irlandais, enfin en gros l'Irlande ne veut surtout pas renoncer à son statut de puissance anglo-saxonne, notamment une puissance fiscale. Voilà. Donc l'anglais est un atout pour l'Irlande, qui est un atout qui lui permet notamment d'obtenir pas mal de sièges sociaux et de commerce à destination de l'Union européenne, en passant par eux, notamment des Américains, les Australiens, etc., les Anglais. Donc ils ne veulent surtout pas remettre en question ou en cause la place de l'anglais. Genre vraiment. Programme TV en langue régionale, ça rend dans cette idée de faire ça chez vous, c'est vraiment positif. Non, mais c'est des trucs dont il faut. Mais en fait, il faut juste aussi école obligatoire, des zones où la langue est obligatoire. Passer par là, quoi. La visibilité, c'est important, mais ça suffit pas. Donc, ouais, bref. On verra bien c'est quoi la suite. Hein, pour... Mais de toute façon, la vidéo qui sort donc, du coup, dans quelques jours, là, je pense que vous allez pas kiffer. Enfin, vous allez pas kiffer. Si, mais bon, c'est un peu désespérant, quoi. Bonjour, Aurore d'Espagne. Qui, espérons-le, vient vraiment d'Espagne. Une vidéo sur les accents régionaux. J'y vis. Ouais, j'espère bien. En parlant d'accent, ça rentre comment dans la linguistique, ça? C'est de la variation. Ce qu'on définit par accent, ça peut être du dialecte. Pas toujours. Mais ça peut faire partie de ce qu'on... Ça peut être du sociolecte, ça peut être du dialecte. Il y a... Accent, ça veut tout et rien dire. Accent, ça veut dire différent. En français, accent, ça veut dire différent. Ça veut dire, on sent que tu as grandi dans une région qui n'est pas Paris. C'est-à-dire, il y a du substrat, quoi. Il y a de la variation régionale, il y a de la variation sociale, il y a de la variation de topolecte, voilà. Et au fond, les accents, c'est de la variation, quoi. Pour certains, accent, ça veut dire... Pour certains, accent, c'est dialecte. Pour d'autres, ça veut dire substrat. Pour d'autres, en fait, c'est pas un vrai truc, accent. C'est un truc qui fait du sens pour beaucoup de gens, mais accent, ça représente tellement de choses. Ah, c'est très flou comme notion. Personne ne m'oblige à faire des démarches en breton du jour au lendemain. Je suis pas sûr que ça me fasse plaisir. Alors, souvent, tout ce qui est démarche, c'est t'as le choix. Dans tous les pays qui ont des systèmes bilingues ou trilingues, etc., c'est t'as le choix. T'as le choix selon la commune où t'habites. Si t'es dans une commune bilingue, reconnue comme bilingue, alors en fait, c'est le contraire. C'est le contraire. Toi, tu vois ce qu'on pourrait t'enlever et tu vois pas ce que ça pourrait rajouter aux autres. En fait, souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, dans beaucoup de pays, je prends le cas de la Finlande, je peux prendre le cas de la Belgique aussi, je peux prendre le cas le cas de
du Burgenland en Autriche, ou j'en sais rien, ou dans le cas de certaines communes italiennes. Bon, bref. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans ces pays-là, qui reconnaissent une forme de langue locale, c'est si jamais tu parles la langue locale, tu peux demander, c'est beaucoup le cas, c'est pas le cas au Pays Basque espagnol, à avoir accès à un fonctionnaire qui parle ta langue et des formulaires qui sont dans ta langue. Voilà. Un sociolecte, c'est une forme de langue qui est propre à un groupe social. Voilà. Ce qui n'est franchement pas du luxe, tout à fait. Par exemple, au Pays Basque espagnol, c'est que dans toutes les équipes de police basque, par exemple, parce que le Pays Basque est souverain en matière de politique, sécuritaire, me semble-t-il. C'est qu'il faut au moins une personne qui parle le basque dans l'équipe. Parce qu'il faut, si tu tombes sur des gens qui sont bascophones, pouvoir leur parler, leur répondre en basque. Ça paraît pas dingue de dire ça. Ça pourrait être très facilement mis en place. Vous vous rendez compte, par exemple, alors moi, on va prendre un exemple d'outre-mer parce que c'est plus parlant. Mais en vrai, c'est vrai dans toutes les régions. Mais moi, l'exemple de la Réunion, je le trouve particulièrement parlant. Vous vous rendez compte ce que c'est quand, dans un territoire où 9 personnes sur 10 parlent créole, la langue de la répression, c'est la langue d'une personne sur 10, la langue de la capitale, la langue de l'Europe, la langue de la bourgeoisie, et du coup la langue de la police. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est en termes de symbole aussi, ça ? Et en termes de lien police-citoyen. Parce que quand on le pose comme ça, moi ça me paraît évident que avoir une police de proximité ou une police municipale ou une police même d'État qui parle au moins pour une partie des gens sur le terrain la langue du coin, ça me paraît quelque chose je dis ça, c'est parce qu'en fait on en voit beaucoup de policiers de métropole en Outre-mer. La langue du contrôle social, voilà. Ce n'est pas que créole, ça peut être créole plus français. Oui, non, mais beaucoup de gens parlent le français en parallèle, mais le français n'est pas la langue familiale. C'est la langue de la société, quoi. Je me demande si en Russie, c'est pas la même chose. Ils ont imposé leur langue dans toute la Sibérie. La Russie, c'est particulier, j'en parle dans mon livre. Les mots sont tapinteries, n'hésitez pas à l'acheter, bien sûr. La Russie a eu une politique de russification très intense durant le 19e siècle, sous l'Empire. Et puis, cette politique a très largement été infléchie sous Lénine, au début de la Révolution. Ça s'appelle la politique d'indigénisation. Je vous la fais simple. Hein. Et la politique de russification a repris avec Staline. Ce qui fait que... Et Poutine est artisan aussi de cette politique de russification. Ce qui fait qu'effectivement, en ce moment, la Russie, c'est un temps où la Russie est un pays qui quand même est encore essentiellement multilingue. Il y a 15 langues officielles en Russie. Beaucoup de ces langues dans des territoires, dans des républiques autonomes qui ont leur propre hymne, leurs propres écoles, leurs propres drapeaux, leur propre constitution, etc. Mais tout ça, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai et la Russie est en ce moment, mais ça fait déjà quelques années, enfin, c'est depuis la fin de l'URSS, mais c'était déjà commencé sous Staline. Hein, ça a déjà été après la Seconde Guerre mondiale, particulièrement, on voit particulièrement un switch où après la Seconde Guerre mondiale, Staline, par exemple, consolide le russe comme place de langue supérieure à toutes les autres langues dans la Russie, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui n'était pas le cas avant, en tout cas entre 1917 et après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on est dans une situation actuellement où on poursuit en fait cette logique. Et où il y a effectivement de moins en moins de droits et de moins en moins de possibilités pour les minorités linguistiques et culturelles en Russie. Oui, le biélorusien, le yiddish, la langue officielle, où plus personne ne le parle vraiment. Donc, ils ont lancé une politique de russification des territoires ukrainiens, bien sûr, mais en fait, ils ont lancé une politique de russification. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons, mais au global.
Il y a que toi qui trouve, il y a que moi qui trouve que le micro sature. Je sais pas. Moi, je suis tape à moins 10 là. À moins 10 dB, donc je sais pas. Après, la Russie est un pays, mais la Russie de l'Est sont plus des colonies que des Russes. Non, bah ça dépend où. Ça dépend où en fait. Il y a des zones où oui, genre la Bouriatie, etc. C'est des zones où en fait le nombre de blancs. En fait, les blancs de toute façon sont concentrés sur le sud de la Russie. Si vous prenez toute la Russie, les blancs sont vraiment dans le sud. Et le long de quelques axes et sur les côtes et sur les grands fleuves. Au-delà ou en dehors, c'est essentiellement des populations autochtones. Voilà, qui ont souvent leur propre langue, je disais, leur propre système, etc. Mais pas, ça dépend des endroits, voilà. Par exemple, le Kamchatka, je crois que c'est très blanc et très russifié, parce que c'est pour des enjeux militaires, notamment sur la côte, à cause d'enjeux militaires. Par contre, dans les terres, vous avez des gens qui parlent evenki, vous avez des populations d'origine mandchoue, etc. Ça sature un peu. Il y a un léger grésillement quand tu parles. Je sais pas d'où ça vient, ça. Je sais pas d'où il vient ce grésillement, j'en ai aucune idée. Je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire. Peut-être là, il y en a peut-être moins, je sais pas. Faudrait que je refasse les réglages. J'en sais rien. Sur l'épée, ça clampe un peu. Et après, c'est pas le micro que tu utilises à la base, hein, c'est le micro parce que l'autre est mort. Il y a un condensateur qui est mort dans l'autre micro et donc du coup, je dois utiliser celui-là. Mais en vrai, il faudrait que je. C'est pas un micro qui est adapté pour ça. Donc, il faudrait que je change de micro et que je prenne un micro qui est adapté pour le stream. Voilà. Parce que là, je suis obligé de mettre beaucoup de gains, par exemple, pour que ça capte. Enfin bref, hein. On dirait que ça parle en vocal fry comme certains américains. Là, tout de suite, là j'ai rien touché. Là, c'est mieux ou pas? Là, quand je parle, c'est mieux? Ou ça change rien? J'utilise pour enregistrer les podcasts. Oui, c'est mieux. Bon, d'accord. Bon. J'utilise pour enregistrer les podcasts. Oh, c'est mieux. Bon, bah écoutez, je vais me mettre comme ça. Le son est plus clair. Ah bah tant mieux. Bon, moi, il faut encore que je finisse d'écrire et que je tourne une vidéo. Donc, je vais vous laisser. Voilà, c'était le petit stream du dimanche, le petit stream. Pas besoin d'en faire des très grands. Donc, je vais vous envoyer où J'en sais rien. MDR, si, je vais vous envoyer chez Anaïs Cave. C'est une meuf qui joue à un jeu. C'est une ancienne abonnée que j'avais rencontrée à l'époque. Chez Troublante, Troublante est la deuxième personne que j'ai le plus raidé de l'année 2025. À un raid près de Mister JD, qui est la personne que j'ai le plus raidé. Donc, et qui surpasse, mais de très loin, les autres que j'ai pu raider. Donc, on aura bien le temps de le refaire.